Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce numéro de Télescopie, ce soir, nous parlerons, une fois n'est pas coutume, de sport, du sport guadeloupéen, de son état de forme, si j'ose dire, de ses ambitions et de ses moyens, puisque notre invité, Alain Sorez, est le président du comité régional olympique et sportif. Bonsoir, Monsieur Sorez. Bonsoir à Et tous. j'ajoute très succinctement pour votre portrait que vous êtes également vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football et qu'au sein de cette ligue, vous présidez la section futsal Émission bien. dont nous allons parler un peu au cours de cette émission. Pour commencer cette émission, Alain Sorez, tout d'abord une image d'une actualité qui n'a sans doute pas échappé à votre intérêt aujourd'hui, celle bien sûr d'Harry Chalus, le sixième président du Conseil régional de Guadeloupe, élu aujourd'hui par l'Assemblée régionale issue du scrutin, du dernier scrutin. Harry Chalus, le député maire de Bémao, qui succède ainsi à Victorin Lurel, qui aura donc présidé l'Assemblée régionale de 2004 à aujourd'hui. Alors, une question, Alain Sorez, que vous inspire cette image? Quels espoirs ou peut-être quels regrets réveille-t-elle chez vous en tant que dirigeant du monde sportif et aussi en tant que citoyen? Alors nous avons le comité directeur se réunissait mardi soir et donc dans le cadre de cette actualité, nous avons donc fait une réflexion et nous avons donc adressé à Harry Chalus, qui n'était pas encore président, un courrier. C'est de la tradition, le mouvement sportif lui souhaite bonne chance à la nouvelle majorité, mais également aussi nous souhaitons que cette nouvelle majorité puisse mettre en place des relations meilleures entre le mouvement sportif et la collectivité régionale, une relation basée sur le respect des institutions, au-delà des hommes, des relations personnelles entre les uns et les autres. Respect des institutions, respect aussi de la loi qui dit que le mouvement sportif, à côté de l'État et des collectivités et des entreprises, concourt à la politique sportive, rappelant que le CROSS de la Guadeloupe est l'organe déconcentré du CNOSF et que nous avons Comité national National olympique Olympique et et sportif Sportif français, français. que nous avons donc délégation pour être l'interlocuteur officiel et privilégié des collectivités territoriales sur le territoire de la Et Guadeloupe. de l'État. Alors, quand vous dites de meilleures relations, ça veut dire qu'elles n'étaient pas bonnes avec le président Lurel lui-même ou avec sa majorité, ses équipes? C'est d'ailleurs avec la collectivité régionale, au-delà de la personne, nous pensons que depuis 2009, nous avons fait 2 mandatures et que nous n'avons pas été suffisamment écoutés, nous n'avons pas eu de réponse à nos demandes. Et depuis quelques années, 2 ou 3 ans, nous n'avons même pas eu de subvention par les contrats d'objectifs. Donc il y avait cette politique qui consistait à ignorer le CROSS en tant qu'institution. Et donc cela aboutit à ce que notre réflexion, c'est cela aboutit par exemple à ce que nous avons dénoncé dans notre courrier de mardi dernier. C'est par exemple le projet de... Nous allons Voilà, revenir donc en détail, mais vous dites depuis 2009. En fait, j'ai peut-être omis de préciser que vous êtes président du CROSS depuis 2009. Allez, soyez francs, est-ce qu'il y avait un problème entre Alain Sorez et Victorin Lurel? On dit même que vous auriez des liens familiaux qui seraient à l'origine de cette brouille entre vous. non, j'ai un Vous avez un engagement. conflit familial, vous aviez un conflit familial avec Non, Victorin non, Lurel. nous n'avons aucun lien à ce niveau-là. Nous avons eu des liens en tant que politiciens et il y a eu ensuite au sein du Parti socialiste des Alors, contestations. précisez pour nos téléspectateurs que vous étiez jeune militant de la Oui, de toute Fédération du manière, Parti j'ai été Socialiste. depuis à l'époque j'ai été là pour mon premier mandat conseiller municipal, donc remonte à 1995, donc Fédération socialiste, j'étais conseiller municipal à Pointe-à-Pitre. Et donc, chaque élection municipale, je me suis présenté sur des listes. Et ensuite, en 2008, effectivement, il y a eu une différence d'approche par rapport à la fédération, que j'ai quitté en 2017. Mais les relations de personnes et même le militantisme politique ne peut influencer, ne peut justifier de tels comportements de la part d'institutions, surtout que ce sont des institutions qui sont reconnues par la loi. Donc chacun doit veiller à respecter les institutions, à respecter les hommes dans leur rang, dans leur grade et qualité, dans leur protocole républicain. Donc à cela, j'ai toujours veillé à ce que depuis 2009, que le CROSS de la Guadeloupe puisse avoir cette existence, qu'on respecte le CROSS de la Guadeloupe en tant qu'organe déconcentré du CNOSF,
protocolairement dans ses attributions, mais également aussi dans ses relations. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des collectivités, dans toutes nos activités, quelle que soit la personne qui est maire, comme on dit en Guadeloupe, nous tournons, nos assemblées générales, nous tournons, les cérémonies des trophées du sport, nous tournons. Première assemblée générale en 2010 à Marie-Galante, en 2016, nous irons au Saintes. Donc c'est bien la première fois qu'il y a un organisme en Guadeloupe qui reconnaît la diversité des territoires, le Nord Grande Terre, le Nord Basse Terre. Donc voilà, donc à ce niveau-là, nous avons des relations avec toutes les collectivités locales et territoriales, quelles que soient. Donc, Alors, personnellement, je n'ai pas eu le sentiment que le sport a fait l'objet de débats, de propositions particulières au cours de cette campagne électorale que nous venons de vivre. Est-ce que vous, Alain Sorez, qui avez un œil très averti de ces choses, à la fois parce que vous êtes aujourd'hui président du CROSS, mais que vous venez de le dire, vous avez été un militant politique, un élu même. Est-ce que dans les programmes des candidats qui étaient présents, vous avez noté des choses intéressantes pour le sport? Je tiens à dire qu'officiellement, le CROSS de la Guadeloupe a été approché et entendu par trois des 10 listes en présence, ce qui est une première depuis toute élection confondue. Donc, il y a donc 3 partis politiques qui nous ont entendus. Et donc, lesquels? Alors, le Parti communiste, les nationalistes et donc... la liste de l'UPL. Voilà, et Changer d'avenir d'Harry Chalus. Donc, à ce niveau-là, nous avons émis nos propositions sur la base du livre blanc que le CROSS de la Guadeloupe a publié il y a quelques mois. Et donc, nous étions à l'aise pour demander à tout un chacun de prendre en compte les conclusions de ce livre blanc. Mais surtout, ce que nous voulions, c'est que dans l'avenir, qu'il y ait mutualisation et concertation. C'est-à-dire, pour nous, le développement du sport en Guadeloupe passe obligatoirement par de la concertation et de la mutualisation parce que nous ne pouvons plus faire des choix qui nous conduisent à du gaspillage au lieu de faire des investissements. Donc, vous avez été entendu par la liste d'Harry Chalus. Il est aujourd'hui président et avec sa majorité à ses côtés. Est-ce qu'il y a dans ces propositions des choses qui vous paraissent d'ores et déjà intéressantes pour le développement du sport en Guadeloupe? Alors, comme il l'a dit, à la fois dans son programme et surtout dans son discours, il a rappelé donc, la concertation et la prise en compte de la société civile. Donc, nous nous sentons concernés dans cette partie de son discours où il appelle à l'écoute ensemble des Guadeloupéens pour régler les problèmes. Donc, nous serons des forces de proposition. Et aussi, par rapport au programme, ce qui nous plaît, c'est cette approche d'une vision du sport, parce qu'il va y avoir tellement de problèmes et tellement d'enjeux en termes d'investissement, donc il faudra obligatoirement avoir ce plan à long terme, c'est-à-dire il ne faut pas... bien sûr, il va y avoir des priorités, des urgences, mais il faudra avoir cette ambition de faire de développement du sport à très long terme, parce qu'il va y avoir... Malheureusement, il y a des difficultés financières. On ne pourra pas tout faire tout de suite, mais c'est pour cette raison que nous sommes pour cette approche du long terme de la programmation. Et nous, notamment au CROSS de la Guadeloupe, nous allons demander qu'il y ait très rapidement, dans 1 an ou dans 2 ans au maximum, l'élaboration du schéma territorial d'aménagement sportif, mais également aussi une stratégie d'accueil d'événements sportifs. Là aussi, on va en parler, éviter puisque, on peut le dire, vous avez été le premier acteur de la société guadeloupéenne qui, dès la victoire d'Harry Chalus dans les urnes, a d'une certaine manière attaqué l'héritage du président sortant en adressant cette fameuse lettre au nouveau président dans laquelle vous lui demandez tout simplement d'annuler l'organisation Guadeloupe des Jeux de la francophonie. Alors, il y a 2 dossiers grosso modo en jeu actuellement, l'organisation de ces Jeux de la francophonie et le premier tour de la Coupe Davis avec l'équipe de France, rappelle avec ce reportage de Patrick Curie. C'est une bonne nouvelle pour la Guadeloupe, surtout que ça répond à une demande de la Fédération française et une stratégie de son capitaine de jouer en terre battue au mois de mars. Donc la France n'avait pas trop le choix, on a eu un peu peur, disons, avec la candidature de dernière minute de la Martinique, mais comme l'a dit le président de la Fédération française, à partir du moment que la Guadeloupe très tôt s'était positionnée, donc la Ligue de tennis s'est positionnée pour l'accueillir avec le soutien donc, de l'ensemble des collectivités, le soutien du mouvement sportif. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la Guadeloupe, sachant que pour rassurer tous les Guadeloupéens, c'est une dépense raisonnée, parce que la Coupe Davis, c'est vraiment une compétition internationale,
très médiatisé, en plus contre le Canada. Donc nous avons beaucoup d'intérêt à dépenser un peu d'argent. En 2016, il n'y a pas d'autres événements d'importance, donc ça ne va pas alourdir la charge pour nos collectivités. Alors, vous vous êtes positionné en faveur de l'organisation en Guadeloupe du premier tour de la Coupe Davis, et c'est une demande du capitaine de l'équipe de France, en l'occurrence Yannick Noah, et contre l'organisation des Jeux de la francophonie. Est-ce que là encore, ce n'est pas parce que vous avez un conflit personnel avec Victorin Lurel? On rappelle qu'il y a eu la visite en Guadeloupe de commissaires de l'organisation des Jeux de la francophonie qui ont visité les installations et regardé un peu si la Guadeloupe avait les moyens d'organiser ces Jeux de la francophonie. Et vous, en tant que CROSS, vous n'avez pas été associé à cette visite et tout de suite vous vous êtes positionné contre. Alors, dès l'annonce, dans deux structures, dès l'annonce de cette idée de l'ex-président de poser la candidature, non pas d'organiser, de poser la candidature de la Guadeloupe à l'organisation des Jeux de la francophonie au nom de la France, que ce soit au sein du Conseil consultatif de l'éducation, lors des orientations budgétaires de la région pour 2015, nous avons dit que ce n'était pas une bonne idée. En plus, on n'avait pas respecté les consultations nécessaires du mouvement sportif. Également aussi, lorsqu'il a voulu confier cette mission au CREPS Antilles-Guyane, nous avons dit là aussi notre opposition à cette démarche, surtout que c'était une manière de ne pas associer le mouvement sportif et notamment le CROSS de la Guadeloupe et notamment aussi des ligues importantes. C'est-à-dire, par exemple, dans le cahier des charges, lorsqu'il y a par exemple la compétition de football, lorsqu'on sait que la Ligue guadeloupéenne de football n'a jamais reçu même pas un courrier concernant ces Jeux de la francophonie, il y a une visite des installations du Stade des Abîmes sans que la Ligue soit informée. Donc voilà, nous, on a complètement été écartés donc, de ce dossier. Le CNOSF nous a interpellés parce qu'ils ont entendu parler de cela. Nous avons officiellement dit au CNOSF que nous n'étions pas associés et ils ont donc dû interpeller le ministère qui a répondu « Oui, mais le président de la République française a signé le courrier ». Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la chose la plus importante, c'est que le cahier des charges de l'organisation des Jeux de la francophonie est suffisamment clair, précis et détaillé. Nous ne pouvons pas être un candidat sérieux et compétitif. Alors pourquoi, expliquez aux Guadeloupéens, pourquoi on ne pourrait pas, on a des stades à foison, si j'ose dire, par exemple dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre, à L'Île-Gosier, pourquoi on ne pourrait pas organiser ces Jeux de la francophonie en Guadeloupe? Premièrement, pour organiser ces Jeux de la francophonie, on dit que s'il y a un dossier que nous avons eu par d'autres biais, le budget. Dans le dossier de la Guadeloupe, il n'y a aucun chiffre, aucun budget. Et donc, même au sein du conseil régional ou dans d'autres collectivités, à aucun moment on a eu à débattre de ce budget pour 2021. Ensuite, on prend l'exemple du football. Dans le cahier des charges, on nous explique qu'il faut 4 terrains officiels pour les compétitions officielles, normes FIFA. Cela signifie, tant mieux pour les footballeurs, que d'ici 2021, il nous faut avoir ces 4 terrains normes FIFA de compétition. Et pour les terrains d'entraînement, pareil. Le village des Jeux pour accueillir, cela aurait dû être un héritage pour la jeunesse guadeloupéenne, pour les futurs étudiants. Nous apprenons que dans ce dossier, on nous propose non pas de construire un village, donc des logements, des chambres pour accueillir les 3 000 à 4 000 athlètes, mais de faire venir un bateau qui sera acquis pour accueillir. Bon, je dis à un certain moment, non, il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas eu de débat populaire. Contrairement à tout ce qui se fait actuellement, nous voyons les candidatures pour les Jeux Olympiques à Boston, à Hambourg. Il y a eu un référendum. Vous parlez des Jeux Olympiques, c'est pas la même chose que les Jeux de la francophonie. On rappelle quand même que les Jeux de la francophonie sont organisés par l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation multinationale, que ça échappe un peu partout au monde sportif. J'ai pas le sentiment qu'au Maroc, le mouvement sportif marocain qui a accueilli ces Jeux a été particulièrement associé. La dernière fois, les Jeux de 2013 à Nice, qui n'a pas laissé un bon souvenir d'ailleurs à certaines délégations, donc c'était déjà en France. Nice a mis le paquet, mais avait l'avantage d'avoir des infrastructures existantes. Et donc, ça a coûté très cher. Il y a des investissements et aussi ce qu'on appelle un héritage, c'est-à-dire ce qui reste après la réalisation de ces Jeux. Bon, ça coûte très cher. Les prochains Jeux, en Côte d'Ivoire, il y a eu la démission du président du comité d'organisation Côte d'Ivoire, justement parce qu'il y avait des problèmes pour boucler le budget. Bon, c'est une manifestation internationale. Et deuxième idée à l'époque que le CROSS avait formulée, notamment à la ministre
Depuis Sarkozy, on avait demandé à Mme Ramayad de faire en sorte que les Outre-mer, Mme Ramayad, qui était ministre des Sports de à Nicolas l'époque. Sarkozy, que les Outre-mer soient membres associés. Et nous, au Cross de la Guadeloupe, nous disons que quand on organise une manifestation en Guadeloupe, il ne faut pas être seulement spectateur. Il faut être acteur. C'est-à-dire, nous pouvons accueillir des manifestations si la Guadeloupe participe à cette manifestation et est membre de cette organisation. Donc, là aussi, pour nous, la première démarche, c'est de faire en sorte que que nous soyons des membres associés de la francophonie, c'est-à-dire que nous puissions avoir cette chance de participer à des compétitions au même titre que la Dominique, que Sainte-Lucie, que Haïti. C'est que vous entrez sur un terrain un peu politique. Non, là. Yamaya nous avait écouté à l'époque, nous avait dit que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, pour le mouvement sportif guadeloupéen, ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes Guadeloupéens sportifs puissent avoir le maximum de compétitions internationales. Lorsque nous comparons un jeune Guadeloupéen à un jeune Jamaïcain, nous sommes absents dans certaines compétitions, notamment le Commonwealth. Les Jeux du Commonwealth permettent, c'est un très haut niveau, ça permet à des jeunes Jamaïcains, par exemple, de se confronter dans des jeux régulièrement. Qui concernent les anciennes colonies britanniques. Donc ça peut se rapprocher. À ma connaissance, la Guadeloupe n'en fait pas partie. Avec détermination, et je pense qu'avec une bonne écoute, avec une certaine conception de la France qui doit s'ouvrir sur le monde, on peut imaginer que cette disposition de membres associés puisse effectivement intéresser les territoires français. Donc, contre l'organisation des Jeux de la francophonie, si le nouveau président Chalus vous dit, dans un esprit de continuité de ce qui a été entamé par mon prédécesseur, je veux bien organiser ces Jeux, vous considéreriez que vous avez été trahi Non, je pense que le rôle, la fonction du président Chalus, c'est de découvrir le dossier. Il va prendre connaissance du dossier, il va peut-être s'interroger, il va prendre connaissance aussi de la position du mouvement sportif guadeloupéen. Ensuite, il prendra ses décisions en fonction des éléments qu'il aura en main. Mais nous, le mouvement sportif, ce que nous disons, c'est une recommandation. Nous suggérons que la Guadeloupe puisse se concentrer sur des organisations et des objectifs qui puissent avoir des... Alors, vous ne cessez de répéter depuis le début le mouvement sportif, nous, le mouvement sportif. Alors, c'est vrai que vous êtes président du comité régional olympique et sportif de Guadeloupe, mais on n'a pas entendu le président de la Ligue de football, on n'a pas entendu le président de la Ligue de basket ou le comité régional de cyclisme. Pourquoi êtes-vous seul, Alain Sorez, à ferrailler ainsi comme contre Victorin Lurel? Parce que je ne suis pas seul, je suis le porte-parole du comité olympique régional. Et par exemple, le courrier que nous avons adressé à Richalus, c'est un courrier du comité directeur réuni mardi, 1h25, je crois, de débat, d'analyse sur la situation. Ensuite, nous avons adressé ce courrier motion pour nous positionner, comme peut-être d'autres, comme vous l'avez dit, il va y avoir des syndicats, des organisations aussi qui vont interpeller la nouvelle majorité sur leurs problématiques. Nous sommes réunis mardi soir, donc ça tombait bien et nous avons donc fait déjà l'analyse de la situation sportive. Dans l'immédiat, il y avait deux sujets préoccupants pour nous, à notre avis, c'était parce que nous avons suivi cette campagne électorale, on a entendu, il y a aussi des gens nous avons entendu des répondeurs, des citoyens guadeloupéens qui demandent pourquoi on va organiser la Coupe Davis, c'est éphémère, ça coûte cher alors, aussi. Alors, il vient voilà, donc, à la le Coupe mouvement Davis, sportif... Pourquoi non aux Jeux de la francophonie, oui à la Coupe Davis? C'est quoi alors la première différence, c'est que la Coupe Davis, c'est l'émanation, ça vient du mouvement sportif. La Ligue de tennis de la Guadeloupe a depuis longtemps l'idée d'accueillir la Coupe Davis et donc de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures en terre battue en Guadeloupe parce que nous avons le climat qui s'y prête, premièrement. Deuxièmement, donc l'opportunité, Yannick Noah qui demande à jouer en terre battue au mois de mars. Il y a eu une compétition ardue entre la Guadeloupe et la Martinique. La Guadeloupe a obtenu cette organisation. Je pense qu'en termes de stratégie, ça ne serait pas bien vu que la Guadeloupe puisse renoncer. Donc, quand on dit la Guadeloupe, officiellement, je tiens à le dire que dans le communiqué officiel de la Fédération française de tennis, c'est même pas la Guadeloupe, c'est marqué ville de Bémao. Ce sont des villes qui étaient en compétition. Donc avec le soutien... Oui, mais un peu comme Paris organise les Jeux Olympiques, mais c'est toute la France qui est concernée. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à l'image que nous allons donner par rapport aussi à cette compétition qu'il y avait entre la Martinique et la Guadeloupe. Et ensuite, en termes d'héritage, c'est que nous appelons les retombées. Effectivement, il faudra faire venir de la terre battue au Vélodrome, mais
Premièrement, il faut également aussi construire deux terrains Alors d'entraînement. j'allais venir, il faut construire 2 terrains annexes pour Voilà. l'entraînement. Et qui c'est qui va payer ça? Je pense qu'il va y avoir Ah, un plan. vous pensez, Non, non, non. vous avez bien analysé le dossier des Jeux de la francophonie. Non, Là, vous avez ce qu'on dit, c'est qu'il va y une avoir, connaissance de ce je pense qu'il va y dossier-là. avoir un plan de financement région Fédération française de tennis. Je dis que la Fédération française de tennis est suffisamment en bonne forme financière pour accompagner ce projet, de la même façon que la Fédération française de tennis avait déjà aussi, s'était déjà positionné pour financer le siège de la Ligue guadeloupéenne de tennis et qui était en attente de boucler le financement de ce siège de la part des collectivités. Donc je dis aux Guadeloupéens, la Fédération française de tennis, c'est la deuxième fédération après le football qui a vraiment les moyens d'investir et d'accompagner. Et nous le disons dans notre argument envoyé donc, à la nouvelle majorité, c'est qu'il faut veiller à ce que la Fédération française de tennis puisse également prendre sa part. Donc c'est la Fédération française de tennis qui va faire venir cette fameuse terre battue en Guadeloupe, qui va donc construire... Non, il y a un plan de financement, un plan d'investissement. Et deuxième idée que nous disons, c'est que dans le cadre d'une stratégie d'accueil d'événements sportifs, ça n'impacte pas obligatoirement le budget sport. Il faut voir aussi que c'est le budget promotion touristique de la Guadeloupe, c'est-à-dire destination touristique sportive. C'est-à-dire que si nous avons l'habitude de faire 1 million à 2 millions de promotions touristiques vers l'Amérique du Nord ou vers l'Europe du Nord, chaque année, on peut également dégager 1 million de promotions touristiques et affecter. Alors, chaque fois qu'on organise quelque chose en Guadeloupe, on prétend que ça a des retombées touristiques. Je ne vais pas vous faire la liste des événements que nous avons depuis la Route du Rhum, la Mini Transat. On va en parler d'ailleurs dans quelques secondes. Les Guadeloupéens se posent la question, qu'est-ce que ça va rapporter d'organiser un premier tour de Coupe Davis, des joueurs de l'équipe de France, certes, que nous aimons bien, il y a Noah encore plus, qu'est-ce que ça va rapporter à la Guadeloupe? Ça va faire venir des centaines, des milliers de touristes pendant quelques jours ici? Donc le mouvement sportif se pose aussi des questions. Nous avons eu à interpeller dès 2010 au sein du Conseil de la culture et de l'éducation, nous avons demandé qu'il y ait des études d'impact très scientifiques, très économiques sur notamment la route du Rhum. Lorsqu'on investit 4 millions, 5 millions sur la route du Rhum, je sais que la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe fait parfois un bilan, mais qui n'est pas au niveau espéré de l'étude d'impact économique et de retombées. Donc c'est pour cela que nous disons, nous, mouvement sportif, que nous avons le droit et l'exigence de mettre en place les structures pour faire en sorte que avant de nous positionner sous l'accueil de l'événement sportif, il nous faut analyser l'impact. Mais là, c'est fait pour la Coupe Davis. Donc, là, c'est qu'il fait, y ait ou pas de touristes. Le calendrier, il y avait une urgence. Le mois de mars, qu'il n'y ait pas de touristes. À la différence, ce que nous disons par rapport à la Coupe Davis, ne serait-ce que lorsqu'on compare la Coupe Davis à la Route du Rhum, il n'y a pas photo. La Route du Rhum, c'est France 2, on m'a même dit, c'est même plus Thalassa, etc. En termes de retransmission d'images télévisées, il n'y a pas photo entre la route du Rhum et la Coupe Davis. Ça, c'est un premier argument. Donc, lorsqu'on compare les investissements que nous faisons pour la route du Rhum et ce qu'on peut faire pour la Coupe Davis, il y a vraiment l'impact médiatique est vraiment plus fort pour la Coupe Davis. Ensuite, il y a aussi donc ça veut dire que dans votre esprit, les retombées, on les verra dans quelques années. C'est-à-dire qu'on verra de belles images. Pas obligatoirement, il va y avoir les terrains annexes, il va y avoir donc, c'est notre deuxième ligue en termes de nombre de licenciés, donc il peut y avoir aussi l'augmentation du nombre de licenciés, etc. Donc je dis que à ce niveau-là, nous pouvons, la Coupe Davis, c'est un plus par rapport à l'impact médiatique et également aussi les effets sur le développement de la discipline tennis en Guadeloupe. Alors, vous avez, je l'ai évoqué il y a un instant, on a parlé de la Mini Transat. Elle va partir à la Martinique, si j'ai bien compris. Vous attribuez ça à quoi? C'est normal ou c'était dans le cours des choses ou c'est une défaite guadeloupéenne? Alors là aussi, c'est une défaite guadeloupéenne dans le sens que c'est sûr que nous réclamons quand je dis qu'il faut mettre en place un schéma, une stratégie d'accueil d'événements sportifs systématiques. Tout est une question de stratégie. On nous dit que la Guadeloupe a perdu l'arrivée parce que le départ a changé aussi, parce qu'il y avait une concurrence. Donc, mais tout cela se prépare bien en amont. On met en place une stratégie. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous mettons pour accueillir tel ou tel événement sportif? Et quels sont les impacts sur l'environnement, sur le tourisme, l'hôtellerie, l'aménagement du territoire? Nous posons la question et nous disons à tous les décideurs politiques aujourd'hui de se poser la question. Moi, je me rappelle que lorsque vous regardez par exemple la route du Rhum,
La première arrivée qu'on a popularisée en faisant l'arrivée sur la place de la Victoire, le seul investissement qui existe aujourd'hui pour la route du Rhum, c'est la case de promotion touristique qu'on avait installée sur la place de la Victoire. Donc, c'est peu de choses. En 3 ou 4 arrivées, on aurait pu imaginer que depuis, entre 1978, la première route du Rhum, et 2015, il y aurait tout un aménagement de la Darse de Pointe-à-Pitre, du littoral Point-3, pour faire en sorte que ça devienne vraiment la terre d'accueil et d'arrivée de la route du Rhum avec des infrastructures et non pas mettre à chaque fois du provisoire pour accueillir notamment les journalistes. Alors, une dernière question sur ce thème. Vous n'imaginez pas, par exemple, de grandes manifestations sportives organisées, par exemple, de façon simultanée entre la Guadeloupe et la Martinique. Des pays européens le font aujourd'hui, ne serait-ce que pour on en parle pour le championnat d'Europe de football et pour d'autres compétitions, à cheval sur les deux îles sœurs, comme on les appelle. Oui, mais avec mon collègue président du CROSS de la Martinique, nous avons pensé à cela, notamment pour répondre, et là aussi c'est ce que nous disons à nos décideurs politiques, c'est que désormais la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane, nous sommes membres. Nous avons pu intégrer, nous sommes membres associés de notre environnement géographique, c'est-à-dire les comités olympiques de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Il existe aussi des jeux. La Guadeloupe a commencé une réflexion pour peut-être accueillir un de ces jours, les jeux de plage. La Martinique et la Guadeloupe, nous réfléchissons qu'on peut se mettre à deux pour essayer d'accueillir les jeux de la Caraïbe, parce que là aussi, ça peut coûter cher et à deux, nous serons peut-être meilleurs en termes de dossiers par rapport à d'autres pays concurrents. Donc voilà, la réflexion existe, mais s'il n'y a pas de concertation, de dialogue, alors que nous envoyons tous nos documents d'Assemblée générale, nous envoyons nos comptes rendus de mission, tous nos rapports sont envoyés aux décideurs politiques, nous avons envoyé le livre blanc à toutes les collectivités de la Guadeloupe, aux organismes, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, CCI, CTIG, pour bien montrer que le sport c'est transversal, mais il nous faut absolument travailler ensemble en concertation pour qu'il y ait de bonnes décisions dans l'intérêt de la Guadeloupe. Alors, en vous présentant, j'ai rappelé que vous aviez plusieurs casquettes, que vous étiez vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football. Vous avez lancé il y a quelques semaines seulement le premier championnat de la Guadeloupe de futsal. Et déjà, vous envisagez la Caraïbe à travers l'organisation de la CONCACAF. Reportage Patrick Curie tout de suite. Ligue de football, 16h30 cet après-midi. Ces deux hommes sont concentrés sur le programme de la Caribbean Football Tournament, un tournoi auquel participe une délégation de Guadeloupe en janvier 2016 dans la Caraïbe, une grande première. Mario Cancel sera l'un des coachs du dispositif dont la mission pour cette belle première aventure sera de constituer une équipe taillée pour la circonstance. Alors on est aujourd'hui en phase de préparation, de présélection pour le tournoi de futsal de la CONCACAF. Nous partons normalement pour le mois de janvier. Donc là nous sommes encore au tout début de la préparation. Benoît Lacazette aura la double casquette, à la fois footballeur et entraîneur. Il sait que ce voyage sera l'occasion de tester le niveau des joueurs de futsal de Guadeloupe. On est conscient qu'on a des failles, qu'on aura des difficultés, mais si justement on ne va pas au-devant de ça, on ne pourra jamais les résoudre. Donc autant aller se confronter à ce qui se fait de plus grand par rapport à nous pour justement resserrer l'écart. Premier match pour la Guadeloupe le 22 janvier contre l'équipe de la Jamaïque. Suivra la rencontre contre Cuba le 23 janvier, puis contre le Saint-Martin le lendemain. Pour l'heure, 10 joueurs seront du voyage, une délégation qui sera officiellement connue dès le début de l'année 2016. Alors, on a l'impression que vous allez vite, peut-être trop vite. Vous venez de lancer le premier championnat de la Guadeloupe. Vous êtes déjà dans la perspective de compétition caribéenne. D'abord, un premier mot. Mais à qui s'adresse le futsal ? Je parle des compétiteurs parce qu'on a... Allez, je ne vais pas vous choquer. J'ai eu le sentiment qu'il y avait là d'anciens footballeurs à la retraite, un peu comme moi. Ça ne s'adresse pas aux jeunes, ça. C'est-à-dire, donc le meilleur joueur international de futsal, effectivement, c'est un ancien Brésilien. C'est pas Romario. Non, effectivement, donc il peut y avoir de la reconversion d'anciens sportifs qui ont dépassé la trentaine dans le futsal. Ça c'est des raisons techniques, physiques. Donc voilà. Mais cela s'adresse également aussi à des jeunes qui peuvent préférer. Vous savez, il y a des jeunes qui... Moi, j'ai été président de club, il y a des jeunes qui... Je suis bien passé pour le savoir. Il y a des jeunes qui n'aiment pas la boue. Donc, ne serait-ce que ça. Il y a des jeunes qui font des allergies avec les souliers de foot. Donc, bon,
Donc ça, Bon, c'est pas pour ça que vous avez lancé le futsal quand on a même. lancé le futsal Alors, parce que y a-t-il c'est de une- jeunes compétiteurs pour c'est une directive pour de la cette FIFA. discipline-là? C'est devenu maintenant une priorité de la 3F depuis DTN, de la Direction Technique Nationale de la 3F depuis 2 ans, plus que le beach soccer. Et aussi, au niveau de la CONCACAF, c'est devenu une priorité. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est le discours des Cubains disant que nous ne pouvons pas être, nous ne serons jamais champions du monde de foot à 11. Par contre, nous décidons de tout mettre sur le futsal avec la perspective un jour de devenir champion du monde de futsal. Et à ce moment-là, donc j'ai dit au comité directeur de la Ligue européenne de football, il nous faut nous lancer dans une stratégie de développement du beach soccer et du futsal, de la même façon que les petits pays comme Tahiti qui a bien réussi son coup en beach soccer, Cuba également en futsal. Donc les petits pays ont une carte à jouer dans ces deux disciplines de la FIFA parce que là, je pense que nous sommes sur un pied d'égalité par rapport au foot à 11 et les grands pays Alors, de foot mais à 11. qu'est-ce que c'est que cette ambition caribéenne? Alors, vous parlez à l'instant du foot en plein air. En un peu plus de 30 ans, on n'a pas eu le sentiment que l'intégration caribéenne avait beaucoup servi au football guadeloupéen. On n'a pas eu l'impression qu'il y a eu un décollage du football guadeloupéen grâce à son intégration. Et Dieu seul sait que des gens comme Jacques Wigard se sont beaucoup battus pour cela. Pourquoi le futsal envisagerait tout de suite la Caraïbe? Alors concernant donc notre intégration il y a une étape finale à franchir qui est maintenant que nous sommes membres à part entière de la CONCACAF, il y a la fameuse étape membre. Alors rappelez que la CONCACAF c'est la Confédération nord-américaine et caribéenne de football. Donc il y a la prochaine étape, la dernière étape qui est membre de la FIFA. Donc tout va se jouer dans les années, dans les mois à venir avec premièrement, un nouveau président à la FIFA, un nouveau président à la CONCACAF l'année prochaine. Et également, là aussi, les 3 ligues et comités auront à travailler avec les 3 nouveaux, entre guillemets, présidents des 3 pays, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Je sais qu'en Guyane et en Martinique, ça faisait partie très officiellement de leur objectif politique. Qu'on comprenne bien, vous voulez que la Guadeloupe devienne membre à part entière de la FIFA, c'est-à-dire que vous voulez que demain, la Guadeloupe puisse éventuellement rencontrer dans une compétition internationale la France? Non, je veux que demain, que le stade des Abîmes ou le stade de Bemaro soit rénové à 80% par des fonds FIFA et non pas à 100% par des impôts français ou guadeloupéens. Et surtout que ça prend du temps. Nous n'avons pas beaucoup d'argent en termes d'investissement de moyens publics. De moins en moins, s'il y a de l'argent au CNDS, qui est le fonds de soutien au sport. Nos collectivités n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a d'autres priorités. Il y a en Guadeloupe l'eau, les routes, l'agriculture, la pêche. Donc, ce que nous disons à un certain moment, et les présidents des collectivités, Guadeloupe, Martinique, Guyane, vont avoir ce dossier en main dans les mois à venir. À un certain moment, il faut que ces pays bénéficient des aides financières et donc de la FIFA pour améliorer les infrastructures. Donc, alors, en ce moment, quand on parle de FIFA, on pense surtout à des malversations, des problèmes du président Sepp Blatter, de Michel Platini. Ce sont les hommes qui sont faillibles, pas les institutions. Donc je pense que même à la CONCACAF, nous avons reçu un plan de rénovation des structures de la CONCACAF. Donc, bon, mais pour revenir au futsal, ce que moi j'ai apprécié de la part et que la stratégie qui a été adoptée par la Ligue guadeloupéenne de football, c'est de dire que pour permettre aux jeunes Guadeloupéens d'être ambitieux, de les attirer vers ces compétitions nouvelles, il nous faut absolument dire au bout de la chaîne, il y a les compétitions internationales. Premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas progresser si nous ne sommes pas confrontés à des pays de notre zone. Donc, alors le futsal va poser peut-être des problèmes à d'autres disciplines de salle, comme le basket, le handball, qui utilisent les mêmes infrastructures. Oui, mais le futsal, nous avons pris du temps à démarrer le championnat justement pour bien réfléchir comment faire ce championnat sans gêner et avec ce manque d'infrastructures, sans gêner donc, les autres disciplines. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le mercredi, pour l'instant un mercredi par mois, et peut-être les autres années, nous allons essayer de faire davantage de compétitions en juin, juillet, août. Bon, la réflexion est là, mais l'idée du développement du futsal, c'est surtout de s'adapter aux conditions et de ne pas gêner les autres disciplines. On a pris l'exemple du futsal pour parler plus généralement de l'état du sport en Guadeloupe. Alors, lancement d'un championnat de futsal, ambition caribéenne.
On a vu la construction récente d'une piste de BMX derrière le Vélodrome qui a coûté beaucoup d'argent à la région en particulier, me semble-t-il. C'est ça le développement futur du sport guadeloupéen. Moins de cyclisme, peut-être moins de football en plein air et d'autres disciplines plus modernes, plus attractives ou qui atteignent d'autres compétiteurs. Je pense que nous devons jouer sur les deux tableaux. Effectivement, il y a donc l'idée, c'est une approche, une réflexion au niveau international. Il ne faut pas que certains jeunes s'écartent de la pratique de certaines disciplines pour se laisser aller à d'autres pratiques. Donc il faut s'adapter, comme on dit, à la demande, à une nouvelle génération et proposer d'autres activités diversifiées au niveau du sport. Par contre, nous, ici en Guadeloupe, au niveau du cross, nous profitons de notre intégration à l'international pour tirer une sonnette d'alarme vis-à-vis de toutes les autorités, pour leur dire, parce que trop longtemps on nous a dit, et on continue à le dire, terre de sport, terre de champions, mais il y a de la réalité. L'État vient de publier les chiffres des sportifs de haut niveau en Guadeloupe. Nous sommes 22e sur 30 régions. Alors j'allais vous poser la question. La réalité aujourd'hui, c'est sur nos 32 sportifs de haut niveau, il y a 16 surfeurs. Donc il y a très peu en athlétisme, très peu en cyclisme. Pourquoi, alors terre de champion, mais vous devancez ma question. Je ne me souviens plus du dernier champion en athlétisme venu de Guadeloupe, du dernier Christian Merlot, de la nouvelle Marie-Josée Perret. Pourquoi on a périclité, si je peux employer ce mot, à ce point? Justement, l'analyse que nous faisons, la solution que nous proposons, c'est cette ouverture à l'international. Comme je vous l'ai dit, le jeune Guadeloupéen qui aujourd'hui a 14 ans, 15 ans, 16 ans, n'a pas les mêmes objectifs en termes de calendrier de compétition que le jeune Jamaïcain, que le jeune même de la Dominique ou de la Barbade, notamment en natation, en athlétisme, même en football. C'est-à-dire, on nous dit que la sélection de la Guadeloupe de football n'a pas eu de compétition cette année. Mais les autres pays, eux, ils avaient des compétitions, c'était quoi? C'était les qualifications pour les Jeux Olympiques. Donc c'est sûr que par rapport à notre intégration dans un calendrier international, on peut se retrouver avec un manque de compétition à notre agenda. Et donc le jeune qui se lance dans un sport, et c'est pour ça que nous avons dit tout de suite que nous lançons le futsal, mais il va y avoir une compétition internationale, que même le club qui est champion pourra s'inscrire à la Champions League caribéenne, c'est parce qu'on veut motiver, donner de l'envie aux jeunes sportifs de faire du sport. Le jeune de natation aujourd'hui de 13 ans, 14 ans, il quitte la Guadeloupe, il va à Toulouse, il va à Montpellier. En athlétisme, c'est pareil, parce que nous n'avons pas suffisamment de compétition, de participation. Alors ça, c'est votre analyse. D'autres vous diront tout simplement que vous ne regardez pas la Guadeloupe telle qu'elle évolue, qu'on a un pays qui vieillit de plus en plus, des jeunes qui partent de plus en plus tôt, ceux qui réussissent des études, et on a voulu qu'il y ait de plus en plus de jeunes Guadeloupéens qui réussissent, qui arrivent au bac et qui fassent des études supérieures, et que finalement, tout cela, tout ce que vous faites, vous, le monde sportif, tout ce que vous réclamez aux collectivités locales, c'est peine perdue, puisque les jeunes y partent. Non, je pense qu'il faut, c'est pour ça que nous travaillons notamment dans cette commission de réflexion et de proposition qui a été mise en place par le rectorat concernant les équipements sportifs pour la pratique scolaire. Ce que nous disons, il faut donner l'envie aux jeunes de faire du sport. On a, au niveau national français, le problème est national. On a essayé de modification des rythmes scolaires à 15h, 15h30. Là aussi, en Guadeloupe, nous n'avons pas eu l'intelligence de coordonner, ne serait-ce pas par agglomération, les heures pour permettre qu'il y ait une vraie politique sportive à partir, pour les jeunes, à partir de 15h ou de 15h30. Alors, chacun a joué à son horaire, à ses pratiques, et le mouvement sportif, les associations sportives ne s'y retrouvent pas tellement. Donc, je pense qu'à un certain moment, il nous faudra... Et vous avez oublié un élément, Alain Sorez. Nous avons d'ailleurs réalisé un reportage en ce sens il y a quelques semaines, peut-être quelques mois sur Alizé. Vous avez vu ce fameux rapport de ces enseignants sur l'état des infrastructures sportives à l'école, mais il n'y en a pas. Et vous voulez qu'on pratique du sport à l'école? Il faut d'abord avoir des infrastructures. Le rectorat a mis en place une commission justement pour donner suite à ce rapport. Il ne doit pas rester un simple rapport, un signal d'alarme ou d'alerte, mais qu'il y ait concrètement maintenant une commission de suivi qui va faire des propositions. Et c'est pour ça que nous disons au Cross de la Guadeloupe, attention, parce que la réalité, ça sera des investissements. Et qui dit investissement, ça sera des chiffres.
Donc, s'il faut rénover Mainbridge avec des installations sportives au sein du lycée de Mainbridge, s'il faut améliorer telle ou telle infrastructure sportive pour les collèges et les lycées, s'il faut la piste d'athlétisme des Abîmes, s'il faut reprendre les tribunes du stade de Bémaro sont déjà modernisées, mais maintenant, il faut passer maintenant à la pelouse. Et également, s'il faut Krebs, la piste d'athlétisme, il faut reprendre la piste d'athlétisme, il faut reprendre le terrain synthétique de football. Donc, on peut arriver à un bilan total de centaines de millions d'euros d'investissement. Et c'est pour cela que nous disons que c'est une bonne idée de donner des priorités, mutualiser et également aussi faire un plan d'investissement 2020, voire même 2030. Est-ce que le président du CROSS que vous êtes regarde une discipline comme le cyclisme guadeloupéen avec son évolution au cours des dernières années? D'ailleurs, il y a eu un problème avant le départ du dernier tour cycliste de Guadeloupe avec ces équipes qui font venir des étrangers. Alors, il y a étrangers, de vrais étrangers, et parfois aussi des coureurs qui viennent de métropole, entre guillemets. Cette évolution ne vous inquiète pas? C'est une évolution qui interpelle, et nous, au CROSS de la Guadeloupe, pourquoi? Parce que maintenant, on constate que ce n'est pas seulement le cyclisme. On a eu cette saison, je crois, on a été interpellé par l'actualité au niveau du basket, et nous avons également aussi entendu qu'au niveau du football, il y avait aussi quelques étrangers, entre guillemets. Bah, nous pensons que nous allons analyser cela avec les différents présidents de ligue et comités pour savoir exactement est-ce que ça participe à l'objectif de promotion de la discipline. Est-ce que ça va dans le sens d'encourager les jeunes Guadeloupéens à un plus haut niveau? Quelles sont les conditions d'accueil? Alors, le comité régional de cyclisme avait pris une disposition pour limiter le nombre d'étrangers dans les clubs guadeloupéens qui participaient notamment au Tour, mais qui participaient au reste de la saison. Est-ce qu'il ne faut pas une telle mesure globale pour le sport guadeloupéen? Alors, dans les autres pays qui ont été confrontés à ce problème, c'est chaque discipline qui adopte, et la loi française maintenant permet à chaque fédération, à chaque discipline d'adopter de telles dispositions, bien sûr en protégeant entre guillemets tous les ressortissants européens parce que nous sommes dans la communauté européenne. Mais c'est une disposition qui existe justement par rapport pour la protection. Mais chaque discipline doit analyser la situation et adapter ses règlements. Est-ce qu'on a un problème de formation de jeunes sportifs en Guadeloupe? Alors, il y a le CREPS qui fonctionne bien. Est-ce qu'on n'a pas un problème de formation de cadres dans les différentes disciplines? Je pense au football, au cyclisme, disciplines encore reines. Nous avons, si on peut appeler ça des problèmes, les deux freins. Premièrement, le financement des formations. Donc, il nous faut avoir plus de cadres formés. Donc, ils disent plus de cadres formés, les aides financières à la formation de ces cadres. Et ensuite, là aussi, malheureusement, certaines collectivités municipales ont des difficultés financières. Enfin, certaines, 99%. Voilà. Et donc, contrairement à ce qui se passe en métropole, la plupart des cadres techniques sont indemnisés, voire sous contrat avec les mairies. Donc, oui, puis la loi oblige à indemniser les cadres techniques. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc c'est où nous avons notre problème, la différence entre la Guadeloupe et même par rapport à ce qui se passe en Martinique ou à l'île de la Réunion, où il y a très peu de collectivités municipales dans le rouge et qui ont très tôt adopté cette possibilité que les cadres techniques soient au service de la ville. Quelques Guadeloupéens, footballeurs, sont allés faire carrière à La Réunion. Un mot sur la boxe. Ce sport a disparu en Guadeloupe? Non, il n'a pas disparu. Ils ont eu l'intelligence de renouveler leur comité directeur, leur staff administratif et technique. Où sont les John Grenford et compagnie que nous formions il y a quelques années? Pour la première fois en 7 ans, parmi les jeunes qui sont nommés pour la cérémonie bientôt des trophées du sport guadeloupéen cette année, il y a un jeune boxeur Abimé qui est champion de la Caraïbe. Et donc je pense que la boxe, ils ont commencé à de nouveau organiser des galas. Ils sont dans leur CREPS en train de développer aussi leur pôle. Donc je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique de renouveau. Donc je pense que ça peut... Là aussi, c'est une discipline qui va permettre, comme je dis à tous les éducateurs, maintenant, il faut retourner sur le terrain. Il y a suffisamment, on voit, nous l'avons fait au football beach soccer, aller sous les plages, aller sous les parcours sportifs, regarder parfois au pied des cités, il y a suffisamment de jeunes qui font des activités physiques de rue
et on peut les interpeller, les appeler, les inviter à rejoindre une pratique. Jadis, il y avait des recruteurs de rue, des dénicheurs de talent. Voilà. Alors, on va reparler football avant la fin de cette émission. La Coupe de France, on n'en a pas parlé, mais elle reste, en dépit de notre intégration à la Caraïbe, la compétition la plus attrayante pour les clubs guadeloupéens et aussi pour les supporters. Malheureusement, chaque année, comme un triste refrain, nos confrontations avec les clubs métropolitains se terminent souvent piteusement par des défaites face à des clubs souvent modestes de petite division, CFA2 national. C'était le cas en novembre dernier du CSM face au FC Mulhouse et de l'Étoile de Morne-à-l'Eau au Stade des Abîmes devant le très modeste UJA de Maccabi. Je vous propose de revoir ce reportage de Patrick Curie. À la sortie du Stade des Abîmes, c'est la déception que l'on peut lire sur les visages des supporters et dans leurs discours. L'Étoile s'est encore inclinée, malgré un bon jeu, notamment en seconde mi-temps. Le match a déroulé en bien quand même, parce que à propos de l'Étoile était née l'occasion de gagner le match quand même. À propos de ces joueurs-là, et l'autre équipage, ces joueurs fatigués, que l'Étoile était née l'occasion d'égaliser quand même. C'était une équipe faible. C'est-à-dire que l'Étoile peut faire mieux. Il démarre trop tard. Manque de rythme par rapport à la chaleur. Et puis offensivement, l'Étoile aurait pu prendre plus de risques, on va dire. Et puis toujours pareil, on commence à jouer en deuxième mi-temps. Attitude trop prudente, on va dire, au début. Tôt ce matin, c'est dans un bar de la ville que s'étaient donné rendez-vous les supporters du CSM. Et même déception. À l'issue de la rencontre face au FC Mulhouse, comme l'Étoile, le CSM n'a joué qu'une mi-temps. Je comprends que nous avons gagné, mais malgré son club qui est au-dessus en nous, mais nous montrons que nous savons jouer au football aussi. Je pense que par rapport au terrain qui était un peu pénible, beaucoup d'actions qui n'ont été pas menées jusqu'à leur bout. C'était un match où, en fin de compte, ça s'est décidé. En fin de compte, voilà, c'était au petit bonheur à la chance. Ils ont essayé d'égaliser, mais bon, voilà, ils ont perdu. Bon. Ça quand même bien qu'ils ont bien présenté, ils ont fait un bon petit match et l'année prochaine. Morne-à-Lien et Moulins vont désormais se consacrer uniquement aux compétitions locales, le championnat et la Coupe de la Guadeloupe. Voilà, Morne-à-Lien et Moulins qui se consacrent au championnat, mais ça va bien pour le CSM et plutôt mal pour l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Alors, la même rengaine, et on a le sentiment qu'on a toujours des regrets. On aurait pu, on passe à côté, on commence à jouer en deuxième. C'est quoi le mal du football guadeloupéen ? Moi, je vais analyser le mal du football. Je rappelle, que vous avez été président d'un club de football, en l'occurrence la Juventus, que je connais bien, et que vous êtes aujourd'hui vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football. Donc, s'il y a un mal du football guadeloupéen, je vais l'analyser personnellement, c'est par rapport à la Caraïbe et à l'UFC et la CONCACAF. Donc, le CSM, c'est une des deux équipes de Guadeloupe qui participera à la Champions League. Donc, à ce moment-là, nous allons analyser. L'an dernier, il y avait l'USCR et le CSM aussi. Donc, moi, je pense qu'il nous faut regarder à et eux, ils sont étonnés du niveau. C'est du bon niveau. Et comme on dit, lorsqu'on sait que le meilleur joueur marseillais, français, international a été au Mexique, donc je dis aux Guadeloupéens... ça, c'est vous qui le considérez comme le meilleur joueur français. Vous parlez de Gignac, bien sûr. Voilà, donc il faut... j'ai pas la même opinion. Soyons fiers d'appartenir à une zone qui, en matière de football, a fait d'énormes progrès en moins de 20 ans. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les États-Unis, le Mexique, ce que ça donne maintenant, au niveau des jeunes, au niveau champion olympique en titre, champion du monde au niveau des femmes, et au niveau même de la Coupe du Monde, dernièrement, on a vu le Donc, en fait, vous prêchez pour notre intégration dans cet environnement régional. De la même façon que ces pays ont fait des efforts en 20 ans pour investir. Ils ont pris des cadres allemands, ils ont été se former, ils ont formé leurs jeunes, ils ont mis en place des stratégies de développement avec le soutien financier de la FIFA. C'est cela qui manque à la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les projets sur le papier en termes de stratégie, de cadre, de formation, de stage. Si nous n'avons pas les moyens financiers, on ne pourra jamais arriver. Donc je pense que c'est ce qui manque. Richard Albert est très bon. Il a un bon président à la rencontre. Il a un bon club de supporters. Mais lorsque vous allez regarder les infrastructures du CSM, ne serait-ce que par rapport à des équipes de Puerto Rico, de Jamaïque ou d'Haïti,
il n'y a pas photo, il nous faut encore davantage. Il faut faire comme investir. l'USR, recruter un entraîneur qui a connu une carrière dans des clubs professionnels. Il faut faire comme l'USR, recruter un entraîneur. Il faut peut-être faire comme l'USR qui va recruter, entre guillemets, des joueurs étrangers. Mais il faut aussi que l'USR fasse comme en Haïti, comme à Porto Rico. C'est-à-dire que la dernière fois, il y avait le match USR-CSM. Personnellement, vice-président de la Ligue de football, j'ai fait demi-tour. On ne peut pas jouer un match, ce derby, ce match au sommet du football guadeloupéen, dans de telles conditions de non-confort des tribunes et de pelouse pratiquement qui n'étaient pas au niveau. Donc voilà, il faut que tous ces dirigeants sportifs nous mettions d'accord pour, de temps en temps, quelles que soient les difficultés financières des mairies et des collectivités, interpeller pour quand même investir Alors, quelques mots sur les problèmes que vous rencontrez dans le football. Problème d'éclairage, on a vu que le championnat est assez perturbé, l'organisation du championnat du moins est perturbée par ces problèmes de stade non éclairé ou insuffisamment éclairé. Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si c'est parce que nous avons des compétitions 3F que nous sommes appelés à faire des observations sur le niveau de nos installations, mais c'est parce qu'aussi nous sommes en compétition internationale de la Caraïbe qu'on sait par exemple que les Abîmes ne peuvent pas, le stade des Abîmes ne peut pas accueillir un match de Champions League en termes de luxe, en termes de confort. Et vous êtes des journalistes, pareil en termes de tribunes de presse, en termes de Wi-Fi, en termes d'installation pour permettre la retransmission des matchs. Donc, mettons-nous à niveau, donnons à la Guadeloupe un terrain, ce qu'on appelle dans tous les pays du monde et de la Caraïbe, son stade national pour permettre à la Guadeloupe de faire un match. Déjà dit, on disait son stade d'honneur. Son stade d'honneur. Dans les circulaires en anglais que nous recevons, on nous demande quel est le nom de notre stade national. Nous sommes incapables aujourd'hui d'accueillir un match de niveau international, Guadeloupe-Jamaïque, Guadeloupe-Haïti. C'est la réalité. En Haïti, ils organisent des compétitions avec des poules parce qu'ils ont 2 stades à ce niveau. Alors, je sais que c'est un dossier sur lequel vous êtes personnellement penché, c'est que le football guadeloupéen est aussi, il y a un manque de public, pénurie de public, et victime et concurrencé par le sport à la télévision, le football à la télévision. Il y a une offre extraordinaire, le championnat français bien sûr, d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, et ça pénalise fortement le football guadeloupéen. Ça nous pénalise, mais là aussi nous avons des réflexions qui sont menées, nous ne sommes pas les seuls. Dernièrement, je suis revenu de Jamaïque et j'ai dit à mes collègues que j'ai vu qu'en Jamaïque, ils ont choisi le lundi soir, à 17h le match des jeunes donc, universitaires et à 20h il y a le match au sommet du championnat jamaïcain. Ils l'ont mis le lundi soir. Pourquoi ? C'est un des jours où il n'y a pas de concurrence par rapport à tout ce qu'eux aussi ils regardent. Ils sont supporters de Chelsea, d'Arsenal, de temps en temps le championnat français un peu moins, de l'Espagne, mais ils s'adaptent. Je crois qu'en Haïti, pareil. Le calendrier, ils essaient de l'adapter par rapport... Donc, il faudra adapter notre calendrier par rapport aux compétitions. Il faut oser, et notamment si on vise aussi à avoir des matchs en direct sur nos télévisions locales, à offrir aux sponsors une visibilité. Mais là aussi, il faut le confort du stade, il faut mettre en place c'est-à-dire, du personnel pour pouvoir, habiller le stade au niveau des publicités. Donc, nous avons, je crois... on peut être optimiste, mais nous avons du travail. Je le constate depuis le début de cette émission. C'est quoi les dossiers prioritaires du sport guadeloupéen, plus généralement, pour les années qui viennent dans les soirées? Dossier prioritaire, c'est notre participation, nous, Cross de la Guadeloupe, notre participation au premier jeu Caraïbes-Amérique centrale en 2018. Et comme je le dis à l'ensemble des ligues et comités, faites en sorte que nous ayons une belle délégation. Donc je lance un appel au rugby, au cyclisme, handball, basket. Adhérez à votre confédération et si possible, donnez-nous des sportifs qualifiés pour participer à ces jeux. Sinon, nous aurons une représentation minimum avec ceux qui sont qualifiés. Je pense que taekwondo, je pense qu'handball, nous sommes optimistes, mais le football aussi, ça sera les moins de 20 ans, on verra. Alors, on a vu quelqu'un comme Enid Gantroy, l'ancienne championne de karaté, prendre les rênes de la ligue de karaté. C'est une bonne nouvelle, ça, pour... C'est une très bonne nouvelle, surtout que c'est une discipline qui n'est pas olympique, mais ils pourront participer donc, aux Jeux de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Donc là aussi, avec les représentants de la Fédération française, nous avons lancé l'idée de faire rapidement que le karaté guadeloupéen puisse adhérer à la Confédération.
Nous avons donc rendu hommage à cette nouvelle présidente en nommant donc Madame Cantroy, présidente du jury, qui sera exclusivement féminin pour les prochains trophées sportifs guadeloupéens le 16 janvier à Basse-Terre. Donc voilà, donc nous nous félicitons de ça, c'est le bon signe. Nous sommes optimistes. Pareil, nous avons développé il y a un an, pu rassembler après 10 ans, des années on ne pouvait pas les mettre ensemble. Nous avons pu créer le comité du sport automobile, qui officiellement maintenant est devenu une ligue du sport automobile depuis quelques jours. Et nous avons appris aussi que le nouveau président, donc M. Barrière, a été même nommé au comité directeur de la Fédération française du sport automobile. Donc il y a de bons signes comme cela. Le handball guadeloupéen qui est reconnu, apprécié au niveau national, mais également avec de bons résultats au niveau international. Donc, nous sommes optimistes parce que nous constatons que Vous êtes optimiste, mais les Guadeloupéens veulent voir des champions. On veut voir un Marius Trésor, un Jocelyn Angloma, on veut voir une Marie-Josée Pérec, on veut voir, on parlait du karaté, des anciens karatékas formés par M. Paulin. Si aujourd'hui ils ont 12 ans, il faut que les Guadeloupéens attendent 10 ans, comme ça ils auront 22 ans. Parce que ce que nous disons, c'est que notre discours, notre projet aujourd'hui concerne, et c'est pour cela que nous avons interpellé les CTS, nous interpellons le CREPS, nous interpellons nos politiques pour leur dire que maintenant, que nous avons maintenant la possibilité d'avoir des échéances internationales, nous allons pouvoir faire en 2018 les Jeux. Quelle est notre position? Est-ce que nous sommes mieux que Puerto Rico dans telle ou telle discipline? Il va y avoir maintenant des comparatifs. Donc nous allons pouvoir évaluer très concrètement le travail de nos entraîneurs, de nos staffs et de nos dirigeants sportifs. Et c'est pour cela que je dis, maintenant, on s'adresse, c'est une nouvelle génération, mettons en place, faisons en sorte que dans 10 ans, 2018, nous aurons quelques représentants. Je ne sais pas si on sera, on aura des médailles, mais il nous faut penser déjà à 2022. Donc, on s'adresse à tous les jeunes Guadeloupéens qui ont aujourd'hui entre 10 et 14 ans pour pouvoir devenir les champions de demain, pour défendre nos couleurs ici en Guadeloupe. Et les meilleurs auront la chance de défendre les couleurs de la France au niveau Europe et mondial. Un mot sur le dopage. Il y a eu quelques affaires il n'y a pas bien longtemps en Guadeloupe, notamment qui ont touché le cyclisme il y a quelques années. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a avancé dans ce domaine-là, dans la lutte antidopage? Alors, dans la lutte antidopage, donc il y a, là aussi, on m'a expliqué qu'il y a des problèmes financiers, moyens financiers pour faire davantage de contrôle, mais dans la prévention, il y a peut-être un petit plus à faire en matière de prévention, mais surtout en matière d'information. Et ça, le Cross de la Guadeloupe, nous avons l'intention d'interpeller les ligues et comités pour faire comprendre aux jeunes, notamment la consommation de cannabis. Maintenant, c'est mauvais. Et également aussi, j'apprécie de moins en moins ces troisième mi-temps. Parfois, nous voyons dans certaines disciplines que les joueurs sortent des vestiaires après un match avec certaines bouteilles à leurs mains. Je pense que c'est pas bon pour l'image du sport. Vous parlez de l'alcool, bien sûr. Et c'est pas bon pour nos sportifs non plus. Merci Alain Sorès d'avoir accepté l'invitation d'Alizé. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ainsi se termine ce numéro de Télescopie. Demain, votre premier rendez-vous avec l'actualité régionale sur nos antennes. 12h30 pour notre premier journal régional. Excellente soirée sur Alizé.